Ce qui m'a d'abord séduit, c'est la qualité esthétique des figures, bien évidemment, mais c'est surtout l'ampleur du décor, cette inscription dans le paysage tout à fait unique jusqu'à maintenant. C'est vraiment le site le plus développé, le plus remarquable qu'on ait à notre disposition. On est dans un site qui est complètement exceptionnel, hein. Rarissime. Alors je dirais que c'est unique hein, en ce moment. Moi j'en prends conscience encore plus maintenant en le voyant. C'est fantastique. Ça c'est la dimension du site. C'est l'un des plus grands trésors artistiques du monde. Il s'agit d'âge glaciaire et c'est l'une des plus grandes merveilles que nous ayons au monde. Au début des années 90, au moment où le Portugal s'apprête à construire un grand barrage sur le Coa, petit affluent du fleuve Douro, des centaines de gravures préhistoriques sont découvertes. Mais cette fois, elles se trouvent en plein air et pas dans des grottes. Immédiatement, les scientifiques comprennent qu'il s'agit là d'un événement majeur qui pourrait bien révolutionner l'archéologie européenne. L'ensemble des découvertes s'organise autour de la rivière, dans un paysage qui n'a pas changé depuis 30 000 ans. Le long de son lit, creusé dans le granit et le schiste, apparaissent quelques plages propices à l'installation des hommes. C'est sur ces plages et autour d'elles que pendant des millénaires, les hommes ont tracé sur la roche d'innombrables gravures, peu à peu oubliées. Dans les années 70, de nombreuses gravures avaient déjà été submergées dans le plus grand silence, lors de la mise en œuvre des premiers barrages sur le Douro, englouties sous plusieurs mètres d'eau et de boue. En 1993, les travaux du barrage sur le Coa sont engagés, menaçant directement les gravures qui viennent d'être découvertes. Mais cette fois, pour empêcher leur destruction, la mobilisation est au rendez-vous. À Foscoa, on n'a pas encore pris de décision définitive. Tout dépend de la valeur des gravures rupestres. Une course de vitesse s'engage. D'un côté, un mouvement de défense des gravures, de l'autre, une forte pression économique, et le barrage qui s'élève au fil des semaines. L'évidence de sa construction est remise en cause. Elle devient progressivement l'objet d'un débat national. Aux élections de 1995, Mario Soares, président de la République, reprend la formule des opposants au barrage « Les gravures ne savent pas nager ». Des scientifiques du monde entier se jettent dans la bataille aux côtés de leurs collègues portugais. En novembre 1995, après de longs mois de protestation, une décision tombe soudain. Par conséquent, le barrage ne sera pas construit. De cet immense projet, qui menaçait d'engloutir à tout jamais un patrimoine prodigieux, ne subsistent aujourd'hui que quelques traces, comme une cicatrice au cœur de la montagne. La conservation des gravures du Coa est doublement exceptionnelle. Exceptionnelle, d'abord parce qu'elle résulte de la conjugaison de circonstances géologiques et climatiques spécifiques à cette région de la péninsule ibérique. Et exceptionnelle aussi parce que les gravures ont failli disparaître sous les eaux du barrage du Coa, qui était en construction au début des années 90.
Après la victoire des défenseurs des gravures, la vallée du Coa est très vite inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, puis transformée en un grand parc archéologique ouvert au public et à la recherche. Sur cet immense territoire, de nombreux sites sont apparus. Depuis 10 ans, pas moins de 250 panneaux gravés et plusieurs milliers de figures ont été recensées. Des spécialistes de renommée internationale viennent voir les gravures dans leur environnement. Une série d'interrogations nouvelles surgit. Pourquoi tant de gravures? Pourquoi en plein air? De quelle époque datent-elles? Qu'exprimaient les hommes d'alors à travers ces œuvres à ciel ouvert? S'agissait-il d'une expression artistique ou d'un marquage de territoire? Ici, on peut voir quelques gravures très bien. Nous avons divisé la roche par une question de méthode pour faire le relevé. Nous avons 32 panneaux, petits panneaux, tout petits, tu vois. La roche était comme ça au paléolithique déjà. Ici, on peut voir. Au roc, Un roc. Oui. Ah oui, bien sûr. Un roc avec les cornes ouvertes. C'est bourré de choses, encore une tête ici. Oui. C'est riche. Ça. Là, un autre. C'est une chèvre, Ah non, c'est un auroch. Si certaines figures sont visibles au premier coup d'œil, pour d'autres, le regard doit se faire plus aigu. Et il y a un anthropomorphe. J'aimerais bien voir celui-là. Il vient ici, je crois. C'est très difficile à voir. Oui, par cette lumière. Ah, d'accord. Maintenant, je le vois. Il est incroyablement prognate. C'est très, très gros. Oui, sa tête ressemble à celle d'un chien. C'est remarquable. C'est la découverte de Foch-Koa qui a vraiment révélé à tout le monde, même aux spécialistes, que c'était bel et bien un nouveau phénomène très très important qui changeait complètement notre vision de l'art paléolithique. Parce que avant, on croyait que ça n'existait que dans les grottes et les abris sous roche. Il y avait des gens qui soupçonnaient qu'ils auraient pu faire des choses à l'extérieur, mais que jamais ça n'aurait pu survivre jusqu'à nous. Maintenant, on se rend compte que très probablement, à mon avis, c'est ça l'art paléolithique normal. Ils étaient entourés de ça, ils dessinaient partout dans le paysage, dans leurs habitats et tout. Les grottes sornées sont un phénomène, disons, presque marginal. C'est comme ça, Paul. C'est très magdalénien. Oui, je crois. Il y a les jambes. Là, il y a tout le corps. Donc, oui, le corps et les jambes et les pieds aussi. L'anthropomorphe, oui. Il a l'anthropomorphe. Je vais très indéterminé. Ce sont des étranges figures. Oui. Elles ne sont pas des animaux. Non. Elles ont un air anthropomorphique. Alors. Big ears, big eyes. Une grande partie de l'art paléolithique, que ce soit en plein air ou dans les grottes, était fait pour transmettre de l'information, transmettre des messages. C'est codé pratiquement. Par exemple, si on roule sur une autoroute aujourd'hui, on est entouré de panneaux, de signes
qui transmettent l'information à nous, parce que nous, on est de cette société ici, et on sait lire tout ça. Mais si on met un Indien dans l'Amazonie sur une autoroute européenne, ils ne sauront pas du tout ce que ça veut dire. Mais évidemment, je crois que toutes ces images transmettaient de l'information, que ce soit des anecdotes ou des instructions, des règles de la société. On ne sait pas, et très probablement qu'on soit enfant ou femme ou initié ou adulte, il y avait des degrés différents d'informations à obtenir de ces images. L'art rupestre est un phénomène quasi universel. Tous les peuples de chasseurs-cueilleurs utilisent l'expression graphique pour marquer le territoire dans lequel ils vivent, avec des messages concernant la signification qu'ils attribuent aux différentes parties de ce territoire. En dehors de Koha, nous connaissons des rochers isolés ou des groupes de rochers sur de petites surfaces. Mais là, nous sommes face à un grand territoire, à peu près 17 km de vallée, rempli de gravures, de sites d'habitation. Et nous pouvons donc, pour la première fois, comprendre ce que ces gens faisaient, pourquoi et où ils le faisaient. Comment ces gravures ont-elles pu rester si longtemps dans l'ombre, jusqu'à manquer de disparaître ? Les habitants de la région n'ignoraient pas la présence des gravures, qu'ils appelaient roches tatouées. Les meuniers, derniers occupants en date de la vallée, avaient même pour habitude d'accoler leurs œuvres à celles de leurs lointains ancêtres. Mais il aura fallu la construction du barrage sur le Koha et son abandon pour que les archéologues prennent conscience de l'ampleur du patrimoine qu'ils venaient de sauver, disséminé tout au long de 17 km de rives. Deux équipes de chercheurs travaillent dans le parc archéologique de la vallée du Koha. La première se consacre à la prospection du territoire. En effet, pour tenter de relier les gravures à d'autres traces de présence humaine, les archéologues ont entrepris différents travaux de sondage et de fouilles dans la vallée et sur les plateaux environnants. Ils ont ainsi découvert des habitats, des sites de chasse et de boucherie, mais ils cherchent encore à relier les différentes activités et à comprendre la circulation des hommes dans ce vaste territoire. La seconde équipe, elle, se consacre plus exclusivement à l'étude des gravures. Une image gravée sur une roche est souvent très difficile à montrer à un visiteur, à un touriste, ou même à des collègues, car on ne peut pas toujours montrer l'image dans les meilleures conditions. Déjà de jour, en lumière rasante, on voit plus ou moins bien l'image. De plus, l'image sur la roche a subi des transformations tout au long de 20 000 ans ou plus, qui se traduisent par une patine plus ou moins importante. Et je peux dire que, dans le Koha, il y a des images que l'on ne peut sentir qu'avec les doigts sur la roche, parce que l'image a pratiquement disparu. Seule la nuit permet aux archéologues de voir et de relever très précisément la plupart des gravures de la vallée. Oui, c'est grand cheval, tu vois. C'est long, pointu. C'est un style très peu connu au Koha. C'est un cheval unique. Voici le grand cheval. Et dans le grand cheval, ce cheval étrange, avec une tête étrange, tout à fait inhabituelle dans la vallée du Koha, on a un cerf à l'intérieur, avec des bois en haut, qu'on peut voir ici. On peut dire que c'est une figure solutréenne. Le style est très étrange. C'est étrange, je n'ai jamais rien vu de pareil.
J'ai l'impression que les figures pictées sont les plus anciennes et que les figures incisées le sont moins. Quelle est la proportion de figures pictées et incisées au Koha? Il y en a plus d'incisées, peut-être 60%. Dans l'art du Koha, on distingue deux grands groupes de gravures. Il y a des gravures de petite taille, faites par incision, généralement situées en haut des versants, et qui, par leur petite dimension, suggèrent un art presque privé, qui n'est pas fait pour être vu de loin, et dont le sens réside vraisemblablement dans son exécution même. D'autre part, on a des figures de grande dimension, faites par piquetage, concentrées en fond de vallée, le long de la rivière, et qui, par leur dimension et par leur localisation, avaient certainement une valeur publique, une valeur de signalisation et de mise en scène. Mais que les gravures soient piquetées ou incisées, grandes ou petites, plus ou moins anciennes, que sait-on au juste des outils utilisés pour les réaliser? Des pics à graver ont bien été retrouvés, mais à plusieurs kilomètres des gravures, sur le plateau d'Olga Grande. Les fouilles ont montré qu'ils avaient pu être taillés il y a plus de 25 000 ans. Cette datation pourrait constituer un indice précieux pour établir l'âge exact des gravures. Les pics d'Olga Grande vont aussi servir de modèle expérimental. En effet, l'une des techniques de recherche habituellement employées en archéologie consiste à refabriquer les outils à l'identique, puis en les utilisant, à retrouver les gestes des hommes préhistoriques. À première vue, les gravures paraissent d'une simplicité enfantine. Elles relèvent en réalité de techniques sophistiquées, si l'on en juge par les difficultés rencontrées par les archéologues qui s'essaient à les reproduire, dans une zone du parc dédiée à l'expérimentation. La roche est très très dure. J'ai l'impression aussi que le piquetage direct permet de contrôler plus facilement la gravure et d'aller plus vite. L'idée qu'on obtient un trait parfait par percussion indirecte semble fausse. C'était probablement un mélange des deux. Thierry m'a demandé si le percuteur correspondait à notre attente. Parfaitement. La pointe triangulaire Parfaitement. correspond-elle au percuteur plus ancien d'Olga Grande? Ce daté de 26 000 ans. Parfaitement.
C'est le piquetage direct qui produit ce contraste sur la surface. Le contraste avec la coloration naturelle de la roche. Ces rouges font ressortir la figure. Oui, on peut l'observer à plusieurs mètres de distance. Des figures ont aussi été découvertes dans un lieu inaccessible, très haut dans la vallée. Plus récents, ces motifs ont conservé leurs pigments colorés. L'une de ces figures est attribuée au néolithique, donc datée de quelques milliers d'années seulement. L'équipe du Centre national d'art rupestre est venue en achever un relevé acrobatique. Il s'agit d'une figure anthropomorphe, c'est-à-dire ayant une forme humaine. Il n'y a rien ici, elle est comme ça. Une figure chalcolithique. Néolithique. Chalcolithique. Un peu plus loin, dans un abri sous roche, un ensemble plus ancien présente également des traces de peinture. Sur cette roche, on peut identifier deux périodes de l'art du Koa. On a ici des anthropomorphes schématiques, ici, peints en rouge, ici et ici. Cette figure se trouve à l'intérieur d'une autre, d'une tête de roc, qui, après avoir été gravée, a été peinte. C'est sur le site de Faia qu'on a découvert les seules peintures paléolithiques de toute la vallée du Koa. Certains attributs fondamentaux, typiques des animaux du Koa, sont seulement peints, c'est-à-dire représentés uniquement en peinture. Ces peintures se sont conservées parce qu'elles se trouvent dans un petit abri sous roche, protégées de l'érosion provoquée par le vent et la pluie. Et elles nous indiquent que, très probablement, d'autres gravures de la vallée du Koa étaient peintes elles aussi. En suivant le cours de la rivière, au carrefour des chemins reliant le plateau à la vallée, deux plages très riches en gravures se font face. Comme si elles étaient le cœur du territoire, elles semblent dialoguer par figures interposées. Même si pour certains, les images du Koa ne sont que de jolies représentations d'animaux sur les bords de la rivière, c'étaient peut-être des images très puissantes et très mystérieuses, qui pouvaient être interdites à certaines catégories de personnes et pouvaient transmettre différentes informations à d'autres catégories de gens. Il est très probable que la transmission de l'information, et peut-être l'initiation des plus jeunes, ait eu lieu dans ces endroits où l'espace était suffisant pour de grands rassemblements et où l'on trouvait une grande densité d'images. Ce sont des endroits où l'on peut logiquement s'attendre à ce genre d'événements.
Rassemblement, cérémonie d'initiation, enseignement, mythologie, rituel de transmission. Les hypothèses sont nombreuses. On peut même imaginer que c'était un peu le cinéma en plein air de l'époque, avec beaucoup de gens assis là, des jeux de lumière avec les flammes, ce genre de choses. On pouvait raconter toute une histoire en se servant de ces figures monumentales, transmettre les mythes de la création, les faire vivre, particulièrement avec des animaux représentés dans différentes positions. Je trouve que c'est une idée amusante. On imagine d'autant mieux la lumière donnant vie aux figures gravées que certaines d'entre elles semblent conçues comme de véritables dessins animés. Les mouvements d'animation ne manquent pas dans l'art préhistorique et surtout dans l'art magdalénien. On en retrouve dans les grottes, on en retrouve dans l'art mobilier, mais je crois que c'est au Koha que ce goût de l'animation atteint son paroxysme. D'un point de vue graphique, cette figure est tout à fait remarquable, car en voulant nous montrer cette animation, cet animal qui tourne le cou, qui tourne la tête, eh bien l'artiste, parce qu'on peut parler d'un véritable artiste, s'est livré à un jeu graphique tout à fait remarquable. Il n'y a qu'à suivre la corne de la tête de gauche pour voir cette courbe et ce retour caractéristique de l'encornure des bouquetins de l'époque, et puis voir ensuite la tête dans son mouvement de droite avec le même développement, et le tout compose un motif géométrique tout à fait remarquable. L'art du Koha a aussi la particularité de présenter des figures d'une grande complexité, dont les traits semblent volontairement emmêlés. Combien y a-t-il de figures en réalité? Que représentent-elles? Ont-elles été gravées en même temps ou à des époques différentes? Les figures étaient-elles entretenues à coups de piquetage ou de peinture? Sont-elles la seule trace restante de cérémonies dont nous ne pouvons retrouver ni les chants ni les danses? Chaque figure est d'une couleur différente. Sur ce panneau, nous avons épuisé notre catalogue de couleurs, bien qu'il nous reste encore beaucoup d'autres figures à dessiner. La difficulté est d'autant plus grande que beaucoup de figures utilisent des traits plus anciens. On peut dire par conséquent que certains traits sont communs à 2, voire 3 représentations. Cela pose le problème de savoir quelle est la figure la plus ancienne, puisque le même trait est utilisé par 2 ou même 3 motifs. Ce qui rend plus difficile la lecture des différentes strates, mais démontre par ailleurs l'intégration des figures anciennes dans les nouvelles. Retirons quelques animaux. On les voit mieux comme ça. C'est drôle que ces 3 aurochs soient tournés dans la même direction. Même avec les couleurs, on voit quand même que c'est chaotique. Mais dans tout ce chaos, on pressent une organisation. Ce ne sont pas seulement des lignes qui se croisent. Oui, oui, c'est fait pour être lu, pour être compris. Ce qui apparaît à première vue comme un embrouillamini
prend une signification de plus en plus précise. On distingue en fait différents traits, régulièrement redessinés, qui laissent supposer une occupation périodique de la vallée. Mais à quels intervalles exactement? Et pendant combien de temps? Le style des gravures donne une idée approximative de l'époque de leur exécution. Pour une chronologie plus précise, il faut les trouver associés à des niveaux archéologiques, des niveaux qui contiennent des charbons et des os, pouvant être l'objet des méthodes de datation absolue, car aucune de ces méthodes ne permet de dater directement les gravures proprement dites. La seule façon d'obtenir un âge exact pour des images comme celle du Koha, c'est de trouver un panneau gravé recouvert de sédiments, des sédiments datés d'une période particulière. Et si les sédiments recouvrent les gravures, il est évident que les gravures sont plus anciennes que ces sédiments. Déjà en 1999, des travaux sur un des barrages du Douro ont permis d'organiser en urgence une fouille sur la plage de Farizeu, laissant apparaître une grande fresque gravée et quelques objets. Ce panneau a fortement impressionné les archéologues, qui se demandent depuis si ce site ne détient pas la clé de la chronologie de la vallée. Pour le savoir, il faudrait organiser une grande fouille. Mais cela suppose avant toute chose d'abaisser à nouveau le niveau artificiel de la rivière pour retrouver les sols foulés par les hommes préhistoriques. Il faut vraiment obtenir une baisse suffisante de l'eau pour atteindre l'affleurement et voir ce qui se passe dans cette couche 8 et en dessous. Il nous faut 1 mètre de plus ici. Remonter d'1 mètre vers le versant. D'accord. On agrandit d'1 mètre le sondage de 99 pour pouvoir fouiller ce niveau. Oui. Oui, ici. Et on avance vers la rivière de 2 ou 3 mètres pour tenter de trouver la suite de la paroi gravée. Elle sera plus profonde et donc recouverte par des niveaux plus anciens. On sait déjà qu'elles ont plus de 15 000 ans. Plus de 15 000 ans, oui. Ouais. Il faudrait savoir si elles ont 20 000, 25 000 ans. En attendant la réponse à leur nouvelle demande de fouille, les scientifiques effectuent une série de repérages pour choisir la zone la plus appropriée et ainsi gagner du temps. Les prélèvements subaquatiques sont impossibles, trop de boue. Une équipe de géophysiciens vient alors détecter à l'aide d'un laser la composition des sédiments. L'ensemble de la plage s'avère très homogène d'un point de vue géologique. En septembre 2005, sans plus attendre de réponse à leur demande d'abaissement des eaux, déjà différée à plusieurs reprises, les archéologues engagent la fouille. 10 ans après l'interruption du barrage, les défenseurs des gravures accompliront-ils une deuxième prouesse? Restreindre l'activité d'un autre barrage, le temps d'une fouille qui confirmerait enfin l'âge exact du trésor déjà sauvé. Allô? Bonjour Alexandra. Alors, quelles sont les nouvelles? D'accord, d'accord. Alors si j'ai bien compris, à partir de 8 h demain matin, on verra le niveau de la retenue des eaux baisser. C'est ça? D'accord. Ils disent qu'à partir de 8 h demain matin, on commencera à sentir l'effet de la baisse des eaux. Pendant combien de temps? Eh bien, ils ne garantissent pas le maintien pendant la nuit, mais en principe, il n'y aura pas de problème. L'eau ne montera pas.
3 semaines de fouilles ont été négociées avec l'électricité du Portugal. Il faut faire vite. Chaque heure compte dans la course contre la montre qui s'engage. D'autant plus que le risque d'une remontée nocturne des eaux n'est pas exclu. Essa de canto? Não, este não. 160. Precisávamos de um balde, hein? Diz aí. Ora. É tão bom, Ce sont des cornes ici en haut. C'est sans doute un cerf. Et ici, le début des pattes de devant. C'est génial! Ça doit être plus ancien, mais le style est le même. Ça n'a rien à voir. Elle est striée. Elle est striée, elle n'a rien à voir avec les autres. Ça prouve qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. C'est un peu... Même si on se doutait du potentiel, c'est toujours une surprise. Je ne sais pas. Si l'on veut reconstituer le scénario des occupations successives du lieu, la difficulté est double. Il faut à la fois fouiller minutieusement, mais surtout réussir à atteindre les couches les plus anciennes, et ce, dans un temps très limité. Au fil des jours, les découvertes s'enchaînent. Ici, et ce trait vraiment fin en haut. C'est peut-être autre chose. C'est strié. Mais si, c'est le reste du cou, du corps. Non, ces traits ne vont pas dans le même sens. Moi, je vois une tête ici. C'est plutôt des bois. Non, ce sont plutôt des bois avec les pointes. C'est très typique. Mais la tête n'est pas très définie. Cette ligne se prolonge ici et descend par là. Des vertèbres de poissons, puis des ossements d'animaux sont venus confirmer la présence régulière des chasseurs-pêcheurs sur la plage. Mais il ne s'agissait que de premiers indices, modestes et éparpillés. Cette fois, côte à côte, se trouvent réunies des preuves que les hommes préhistoriques habitaient, travaillaient et gravaient au même endroit, à la même époque. Là, on a des traces d'impact, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça servait comme base ou pour les activités de taille ou pour des os qui ne sont pas conservés, par exemple. On a peut-être aussi utilisation pour des pigments. Donc là, on passe d'une activité domestique à une activité dite symbolique. Et ce nucléus qui est ici, qui en plus a été brûlé. Donc on a activité de combustion, de taille, domestique et des témoins figuratifs. Donc tout cela associé sur ce même sol. Voilà, c'est quoi ce que c'est ça? Les plaquettes indiquent une intense activité artistique dans les époques les plus récentes, entre 10 et 15 000 ans. Mais sur les parois, toujours rien. Il y a une tête ici. Ici. Calme. Du calme. Ça doit être ici. C'est une chèvre? Ce qu'on va découvrir en fouillant ici n'a pas été vu depuis 10 000 ans. On est les premiers à voir ces gravures depuis 10 000 ans. Le lendemain, après dégagement, la nouvelle figure s'avère être celle d'un bouquetin.
Il se situe dans le prolongement direct du panneau découvert lors de la première fouille en 1999. Ce panneau est plus ancien que les plaquettes, puisqu'il est enfoui sous les sédiments qui les contiennent. Mais plus ancien de combien de milliers d'années? Le temps a changé. La fouille touche à sa fin. L'électricité du Portugal annonce pour demain la remontée du niveau des eaux, sans qu'on ait pu encore dater de manière définitive le panneau gravé de la plage de Fariseu. On dirait des impacts, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Et ça vient de la couche 7. Ce fragment ne peut provenir que d'une paroi, d'un panneau. Un morceau de paroi qui est tombé dans une couche qui a déjà été datée. Ça nous fait un autre argument. La découverte in extremis de ce fragment de la paroi dans une couche datée d'environ 20 000 ans permet maintenant de préciser l'âge de la nouvelle gravure. Le panneau du Bouquetin tout entier pourrait très bien être contemporain des pics à graver d'Olga Grande, daté de 26 000 ans. Pour les archéologues, le bilan de la fouille est inespéré. En plus des charbons, des ossements d'animaux, des restes de poissons et des pierres taillées, plus de 50 plaquettes gravées ont été découvertes. Les scientifiques ont maintenant la preuve que la plage a toujours été un lieu d'attraction pour les hommes préhistoriques et que pendant plus de 20 000 ans, plusieurs périodes d'occupation s'y sont succédées. Ils sont également certains que les hommes venaient non seulement graver sur la plage de Fariseu, mais aussi y résider et peut-être même s'y livrer à des activités plus cérémonielles. Ça, c'était juste le début, parce qu'on a une roche gravée qui vient de sortir là, complètement gravée, sous les sédiments du Pléistocène. Donc, tout ça peut être gravé, tout ça peut être gravé, et tout, en fait, pratiquement tout ce versant-là. On recule, on enlève le mètre 50 de sédiments, on remet ça avec la topographie poétique supérieure, on a un monument, un monument. Ah oui, complètement. Quelque chose vraiment qui... Complètement. La découverte de Foscoa a relancé, a projeté en avant l'analyse des représentations qui se trouvent à l'air libre, en contact intime, étroit avec les habitats. Et c'est même fantastique, c'est ça que montre la fouille ici, quoi. On ne peut pas imaginer un contact plus fort, plus sensible, plus charnel en quelque sorte, entre l'habitat et la paroi ornée. Tout d'un coup, dans la recherche en préhistoire, se construit un véritable événement, ici à Fariseu. Et ce site monumental l'est tellement que, même dans le rupestre du monde, c'est très rare de voir des sites comme Foscoa, très très rare. C'est-à-dire étalés sur des kilomètres et des kilomètres, étalés sur des millénaires. Des millénaires, sur des millénaires et des kilomètres.
C'est un territoire immense, des dizaines de milliers de kilomètres carrés, à l'intérieur desquels les gens se déplacent, sur lesquels fonctionnent des systèmes d'échange que l'on voit aujourd'hui sur la base des matières premières, mais bien sûr, c'était pas seulement les matières premières qui s'échangeaient ou qui se déplaçaient, c'était en premier lieu les gens, les accords d'échange patrimoniaux, etc., qui en effet solidifiaient les alliances. Et ça explique aussi l'homogénéité stylistique. C'est frappant qu'il y ait de l'art dans la Coa qui est stylistiquement semblable à des trucs au sud de la France. Comment est-ce que c'est possible? Parce que ces territoires étaient parcourus sur de longues distances par ces gens-là. On peut penser qu'un territoire comme ça était le territoire d'exploitation d'un groupe qui, à chaque moment donné, était constitué par seulement 20, 25, 30 personnes. Peut-être qu'en hiver, il y avait des rassemblements plus grands. Et donc ces campements de fond de vallée comme Cardina ou Foriseo regroupaient au moins pendant quelques jours ou quelques semaines des effectifs plus importants, et que c'est à ce moment-là que l'activité artistique avait lieu. Tous les ans, plusieurs centaines de gravures nouvelles sont découvertes, faisant ainsi du Coa un territoire unique en Europe et dans le monde. Depuis plus de 20 000 ans, les hommes se sont succédés dans la vallée. À chaque époque, ils y ont gravé les roches. À chaque époque, ils ont respecté le travail de leurs prédécesseurs. Dans la préhistoire plus récente, au néolithique, puis dans l'histoire, à l'âge du fer, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, permettant ainsi aux gravures de parvenir intactes jusqu'à nous. Je pense que la découverte de Foz Coa et des autres sites du même type dans la région est une vraie révolution dans l'étude de l'art de l'âge glaciaire, parce que pour la première fois, on peut toucher du doigt ce que ces gens faisaient vraiment. Jusque-là, nous en avions une image très déformée. Tout le monde pensait que les gens de l'âge glaciaire allaient dans des grottes obscures faire de mystérieux dessins et c'était tout, alors que nous savons maintenant qu'ils faisaient ça en plein air. Même si on ne peut pas le prouver, il est très probable que les grottes ne sont qu'un phénomène accidentel, marginal, qui a très bien traversé le temps. Mais l'art de tous les jours devait être partout autour d'eux, sur les rives des fleuves, dans les montagnes, aussi bien que sur leurs habitations, sur leurs vêtements. Je suis sûr que ces gens décoraient tout. Et cela nous donne un point de vue totalement différent sur la vie dans ces époques glaciaires. C'est véritablement une révolution dans notre approche de leur façon de vivre et de leur mentalité. La vallée du Coa est comme un grand livre à ciel ouvert dont nous venons de feuilleter les premières pages. Sans la volonté farouche de quelques-uns, cet ensemble unique n'aurait jamais été porté à la connaissance d'un large public. Il aurait été condamné à l'oubli, et avec lui des pans entiers de notre histoire européenne. Aujourd'hui, la vallée est sauvée. Le témoin a été passé aux jeunes générations de chercheurs. Il leur appartient de nous emmener dans ces mondes où, plus largement encore que dans les grottes, l'art de plein air inscrivait au quotidien la présence de l'homme dans de vastes territoires.